Votre fidélité nous rend esclaves, messieurs et dames, c'est l'heure de vous informer. Ce journal vous est réalisé par Christian Simba sous la coordination technique de Clovis Solo et Hervé Ménin. Dans l'actualité provinciale, le membre et de la délégation des représentants d'agents du programme national de l'hygiène aux frontières PNHF, le membre de la coordination provinciale et les responsables des agences maritimes se sont retrouvés ce vendredi 3 février pour parler pour une éventuelle levée de la grève au sein du PNHF. Roger Missamou et bienvenue sur ces reportages. Cette réunion a mis autour d'une même table le coordonnateur provincial du programme national de l'hygiène aux frontières PNHF, Dr Antoine Yoba, et ses collaborateurs, la délégation des représentants des agents de ces programmes spécialisés du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention et les responsables des agences maritimes telles que CEGEM, Connex Africa, SEMA, Sokopao, MERS et Bolloré. Les échanges ont tourné autour de la grève des agents du PNHF décrétée depuis le mercredi 1er février 2023. Après les mots de bienvenue du coordonnateur provincial, le porte-parole de la délégation des représentants des agents, Jean-Paty Moleni, a exposé aux armateurs la jeunesse de ce qu'il qualifie de bras de fer avec l'inspection générale des finances, IGF, qu'ils accusent de bloquer leurs comptes depuis 4 mois, dont la rétrocession et les frais de fonctionnement. Cette grève qui est liée au mécontentement des agents du PNHF, le Programme national de l'hygiène aux frontières, par rapport au blocage, au gel de nos comptes par l'inspection générale des finances, qui nous prive de nos primes de prestations depuis le mois d'octobre jusqu'à aujourd'hui. Avec l'amertume que nous vous disons, même la rétrocession qui est un droit automatiquement perçu dès que la DGRAD fait la conciliation des chiffres, mais ces comptes-là se trouvent aussi bloqués. Alors nous avons amorcé plusieurs démarches, nous avons écrit, on s'est fait entendre, on a fait comprendre à l'IGF que c'est une décision qui est lourde de conséquences et qu'en dépit de tout ce qui s'est passé, toutes les péripéties possibles, jusqu'au jour d'aujourd'hui, pratiquement le mois de janvier que j'ai fini, l'IGF n'arrive pas à débloquer nos comptes. Nous sommes dépourvus des moyens existentiels. En seulement 3 jours de grève, les conséquences sont incalculables pour les agences maritimes. Plusieurs navires doivent accoster à Matadi, au port international et au port MGT. Certains en rupture des stocks carburants, d'autres par contre sont encore à Banana en eau profonde destination Matadi. Sur les frontières terrestres également, les conséquences sont nombreuses. Cette réunion s'est terminée en queue de poisson. Mais pour la délégation des agents du PNHF, l'objectif était seulement de passer les messages à leurs partenaires et d'envoyer un signal fort au gouvernement qui est leur employeur. Et dans ce même chapitre, le porte-parole des agents de PNHF Congo Central en grève depuis le mercredi 1er février 2023, Jean-Paty Moleni a fait savoir les démarches amorcées pour obtenir gain de cause dans ce qu'il qualifie un bras de fer avec l'IGF à cause du blocage de leurs comptes depuis 4 mois. Suivez. Les agences maritimes sont déjà les premiers touchés parce que leurs navires ne sont pas inspectés, le contrôle n'est pas fait, ils n'ont pas la libre pratique. Et par conséquent, les travaux au port se verront carrément pratiquement paralysés par ces conséquences. Mais nous disons que cette responsabilité pratiquement va être endossée par l'inspection générale des finances parce qu'elle refuse de comprendre, parce que nous avons proposé toutes les voies de sortie qui peuvent être profitables pour la République. Mais on se rend compte que l'inspection générale des finances croit que ce n'est que les finances qui comptent et que la technicité dans les autres domaines ne compte pas du tout. Or, pratiquement, c'est tout cela, cette jonction-là qui fait que l'État fonctionne normalement, parfaitement. Alors, les agences maritimes sont venues nous voir pratiquement pour essayer de dénouer la situation. Nous n'avons plus les moyens de nous rendre au travail. Ce sont les moyens qui nous manquent. La volonté peut être, mais les moyens totalement nous manquent, même les transports pour aller au boulot.
raison pour laquelle nous avons cessé de travailler. Les problèmes ne relèvent pas de l'EPNHF, mais les problèmes relèvent simplement des humeurs, des intentions, ou sinon carrément d'un simple fait de volonté d'un individu qui est monsieur le chef de service, monsieur l'inspecteur général des finances, chef de service. Ce n'est que son problème. Nous avons fait comprendre aux agences qu'il suffit d'une volonté d'un individu. Maintenant, nous serons pratiquement possesseurs de nos droits et reprendre le travail. Et ils sont partis sûrement de ici parce que chacun veut tirer le grand de son côté et voir leur intérêt immédiat. Notre grève affecte totalement les armateurs parce que nous sommes régis par le règlement sanitaire international. Au niveau des frontières, le premier service, c'est la santé, l'hygiène à la santé. Nous faisons d'abord l'inspection des navires. Avant que les navires ne passent à autre activité, c'est d'abord l'inspection des navires, l'inspection sanitaire. Ce sont nos agents qui entrent, qui voient l'état de santé des marins, qui voient les conditions hygiéniques du navire, parce que ça peut être source de beaucoup de maladies. Et lorsque nous avons fait le travail, et lorsque nous avons approuvé que la santé des marins est conforme et pratiquement loin d'être un danger public, à ce moment nous délivrons ce qu'on appelle la libre pratique. La libre pratique, c'est un document qui autorise l'embarquement et le débarquement des navires. Et lorsque nous avons livré ces documents-là, c'est afin que les autres services ne peuvent intervenir en commençant par la DGM. Si le PNHF n'entre pas, la DGM ne peut pas s'arroger du droit d'y pénétrer, tant sur le plan des procédures et sur le plan de leur protection. Quittons la ville de Matadi, dans la cité de Lukula. Une forte pluie s'est abattie le jeudi 3 février 2023. Aux après-midi, plusieurs maisons se sont écoulées à cause du vent violent qui a accompagné cette pluie. Notre correspondant à Lukula, Charles Kimpingani, nous en dit plus. C'est une situation inhabituelle que l'on vient de vivre cet après-midi dans la cité de Lukula. À l'entrée de cette cité, un vent violet a secoué des maisons. Plusieurs maisons tombées, des toitures emportées, des cultures ravagées. Il n'y a que de pleurs dans des familles ayant perdu les biens. Rien qu'au quartier Kassavubu, dans la partie Bangunza et Kafundanga, des dizaines de familles sont désormais sans abri. Les dégâts matériels sont considérables. L'intervention urgente de l'autorité compétente s'avère indispensable depuis le territoire de Lukula. Charles Kipingani pour Mawanière. Quittons la province du Congo central pour la ville-province de Kinshasa. Les souverains pontifes de l'Église catholique romaine, le pape François, a clôturé sa visite apostolique à Kinshasa ce vendredi 3 février 2023 après avoir rencontré les jeunes et échangé avec les religieux de son Église. Suivez. Le chef de l'Église catholique romaine, Pape François, a profité de sa visite apostolique ce jeudi 2 février 2023 pour échanger avec plus de 65 000 jeunes congolais, principalement de l'Église catholique, réunis au stade de martyrs de Kinshasa. Les délégations sont venues des 48 diocèses de la RDC et d'autres pays du monde. Dans son adresse, le souverain pontife a exhorté la jeunesse congolaise à œuvrer pour le développement de son pays et à lutter contre les antivalaires. Mes amis, Dieu a mis entre vos mains le don de la vie, l'avenir de la société et de ce grand pays. Frères, sœurs, tes mains te semblent petites et faibles, vides et inaptes à de si grandes tâches. Je voudrais te faire remarquer une chose. Toutes les mains se ressemblent, mais aucune n'est identique à l'autre. Personne n'a des mains semblables aux tiennes. Tu as eu donc une richesse unique, inégalable et incomparable. Et ça, une cosa. Un jour plus tôt, soit le mercredi 1er février 2023, après la Sainte Messe, à l'aéroport militaire d'Indolo, le pape François s'était entretenu avec le représentant des victimes des atrocités dans l'est de la RDC qui ont livré leurs témoignages. Des rebelles avaient fait incursion dans notre village de Bogobe, prenant en otage tous ceux qu'ils ont pu, déportant tout ce qu'ils avaient trouvé, leur faisant porter les objets qu'ils avaient pillés. Le chef religieux a quant à lui condamné cette exploitation sanglante des ressources naturelles. Face à la violence inhumaine que vous avez vue de vos yeux et éprouvée dans votre chair, on reste sous le choc. Il faut seulement pleurer en restant en silence. Beaucoup
Bunia, Beni Butembo, Goma, Masisi, Rutshuru, Bukavu, Uvira, des lieux que les médias internationaux ne mentionnent presque jamais. Ici et ailleurs, beaucoup de nos frères et sœurs, enfants de la même humanité, sont pris en otage par l'arbitraire du plus fort, par celui qui tient en main les armes les plus puissantes. Ce vendredi 3 février 2023, le pape François poursuivra son périple au Soudan du Sud. Place à l'actualité continentale. Au Kenya, le moto et véhicule électrique semblent gagner du terrain. Les usagers tournent les dos aux véhicules fonctionnant à base du carburant pour des batteries chargeables. TV5 Monde. Circuler en mototaxi, un mode de transport pratique et rapide au Kenya. Et depuis peu, la préférence de Kevin Macharia va à l'électrique. J'ai pris cette moto car, contrairement à une moto classique, elle n'a pas besoin de beaucoup d'entretien. En plus, avec la moto à essence, j'utiliserai du carburant d'une valeur d'environ 700 à 800 shillings par jour. Mais avec cette moto, quand j'échange une batterie, cela me coûte 300 shillings, donc 2 batteries à 600 shillings par jour. Un gain non négligeable de 2000 à 3000 shillings, soit 20 à 45 € par mois. Avec la hausse du coût du carburant, les 2 roues électriques commencent à séduire les consommateurs au Kenya, où plusieurs startups ont vu le jour dans la capitale Nairobi. Financièrement, la seule façon pour les motards d'augmenter leurs revenus, c'est de réduire leurs coûts d'exploitation. C'est la raison pour laquelle on a commencé à regarder les 2 roues électriques. Pour rendre l'électrique plus attractif, ces entreprises mettent en place un système d'échange de batteries qui permet aux usagers de gagner du temps de recharge et surtout d'économiser à l'achat. La moto étant souvent vendue sans la batterie, la pièce la plus chère du véhicule. Pour nous, la batterie et son échange sont des services en tant que tels et on met en place les infrastructures pour permettre une adoption massive de la mobilité électrique. On a fabriqué une petite batterie de 13 kg que tout le monde peut prendre et c'est très facile de la mettre et de l'enlever de la moto et de poursuivre son chemin. Si le Kenya fait le pari de la moto électrique, c'est aussi grâce à la fiabilité de son réseau d'électricité. Un réseau étendu, accessible sur les 3/4 du territoire et alimenté à 95% grâce à l'hydroélectricité. Page sportive à présent, inaugurée seulement le 7 janvier 2023, les stades Nelson Mandela d'Alger abrite ce samedi 4 février la finale de la 7e édition du CHAN et va mettre aux prises l'Algérie, pays organisateur au Sénégal. L'opposition entre les 2 meilleures équipes est prévue à 20h30, temps universel, rivencial. Jusqu'à la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations, l'Algérie et le Sénégal n'avaient que la 4e place du classement final des équipes comme meilleure performance dans la compétition. Une place obtenue en 2009 pour les Lions de la Teranga après la défaite 1-2 face à la Zambie dans la petite finale et celle obtenue en 2011 par les Fennecs battus 1-0 par le Soudan. Pour ce dernier numéro du CHAN, les 2 nations ont complètement marché sur toutes celles qu'elles ont croisées jusqu'à se hisser en finale, une première à ces stades du tournoi. En 5 rencontres livrées, l'Algérie et le Sénégal n'ont enregistré le moindre revers, soit 5 succès en 5 rencontres pour les hommes de Majid Bouguera et 4 victoires et 1 nul pour ceux des Pape Thiaw. Algériens et Sénégalais n'ont pas pris des buts, mais en ont marqué 9, soit 1,8 buts marqués par match pour les Verts et 6, soit 1,2 buts marqués par match pour les Lions. Le beau parcours du pays hôte est parti du groupe A avec des succès 1-0 contre la Libye en ouverture, puis face à l'Éthiopie et le Mozambique respectivement à la 2e et 3e journée. La même note de 1-0 a permis aux Fennecs de disposer des éléphants de la Côte d'Ivoire en quart de finale avant de claquer une manita au Niger en demi-finale, victoire 5 buts contre rien. De son côté, le Sénégal, logé dans la poule B, a pris les déçus sur la Côte d'Ivoire 1-0, s'est fait ensuite accrocher 0-0 dans l'opposition face à l'Ouganda avant d'écraser la République démocratique du Congo par 3-0. En quart et en demi, les Lions ont gagné par 1-0 la Mauritanie et Madagascar. Le face-à-face Algérie-Sénégal a connu son premier acte il y a 4 ans, soit en 2019, en Coupe d'Afrique des Nations. L'unique réalisation signée ce jour-là par Bagdad Bouneja, tôt dans la partie, avait permis aux Nord-Africains de monter sur la plus haute marche du podium.
C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour vous de l'avoir suivi. Au revoir.